Et voici la revue de presse sur Europe 1 avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Bruce, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Alors vous vous en doutez, ce matin c'est quasiment une unique. Ouest France, François Ier, un pape argentin. La Croix, le pape venu du Sud. Puis alors il y a ceux qui ont bouclé un peu plus tard et qui ont eu le temps de se poser la question cruciale, comment faut-il l'appeler ? Le Figaro par exemple, dans sa première édition, il a fait comme tout le monde. François Ier, pape de la fraternité. Mais dans la dernière édition, c'est juste François, pape de la fraternité. Alors le Parisien aussi avait eu l'info, François, un pape argentin. Et Libération a esquivé le débat par une pirouette, du Nouveau Monde au balcon. Alors, grosse surprise quand même, y compris pour la presse. Oui, 41 contre 1, ça c'était la cote de Monseigneur Bergoglio chez les bookmakers, nous apprend le Corriere della Sera ce matin. Tous les pronostics déjoués, s'exclame Bruno Dive dans Sud-Ouest, tous les favoris écartés, et à la fin, encore un François qui gagne une élection. Bon, alors dans la République des Pyrénées, Jean-Marcel Bougreau évite la boutade et rappelle surtout le sens de ce nom. Il y a dans l'église d'Assise une fresque de Giotto où le pape voit la basilique du Latran sur le point de tomber en ruine, soutenue par saint François qui la retient afin qu'elle ne s'écroule pas. Bon, oui, tous vos éditorialistes soulignent qu'en choisissant Monseigneur Bergoglio, l'église a évité le symbole désastreux d'un pape européen prisonnier des luttes intestines. Bien sûr, Libération nuance, argentin mais pas gaucho. Le journal rappelle que des associations des droits de l'homme dénoncent son silence durant les années noires de la dictature, mais La Croix apporte d'ailleurs des témoignages très contradictoires. Plus grave, nous dit Libération, il est contre le mariage homosexuel et l'avortement. Mon Dieu, un pape catholique. Et surtout, il a dénoncé récemment une œuvre d'un artiste argentin qui mettait en scène des oiseaux faisant leurs besoins sur une représentation de la scène, le dernier repas du Christ. Donc c'est un affreux réac, quoi. Mais Alice Pouillat, dans le Figaro, nous raconte surtout cet homme qu'on a vu laver les pieds d'un toxicomane et autoriser la communion pour les mères célibataires. Il y a donc un homme d'église au monde qui se souvient de Jésus lavant les pieds de Marie-Madeleine, c'est très rassurant. Dans son analyse, Jean-Marie Guénois souligne surtout l'importance du choix d'un jésuite, congrégation à la très haute exigence intellectuelle et très impliquée dans la lutte contre la pauvreté. Le Figaro s'en souvient, de la lutte contre la grande richesse, c'est bien. L'application de l'évangile sur terre, c'est la priorité des jésuites. Il va y avoir du travail, surtout si on lit la page des Échos consacrée à la Banque du Vatican et aux soupçons de blanchiment de l'argent de la mafia. C'est édifiant. Donc face à ces dérives, un pape qui se réclame du saint fondateur d'un ordre mendiant, ça sera sans doute pas la révolution, mais c'est déjà un symbole majeur. Bon, voilà pour le pape. Maintenant, il y a d'autres sujets dans la presse ce matin, notamment l'austérité en Europe. Oui, on se tourne aussi vers l'Europe, pas seulement vers l'Amérique latine. Dans les Échos et dans Libération, on trouve des analyses sur ce choix mortifère de l'austérité. Libération cite le philosophe allemand Jürgen Habermas, qui parle à propos de l'Union d'autocratie post-démocratique. Inflation technocratique, autisme idéologique, tout y est. Les Échos citent, eux, le prix Nobel d'économie Paul Krugman, qui compare les idées de la Commission européenne à des cafards qu'on essaye de chasser mais qui reviennent toujours. Aujourd'hui et demain, les 27 vont décider s'ils reconduisent des politiques qui ont abouti au désaveu italien. Dans son éditorial des Échos, Jacques-Hubert Rodier rappelle que le but pour François Hollande est de faire accepter le report de la règle des 3%. Mais bon, c'est une paille alors que le réel problème, nous dit-il, est celui de l'avenir même de l'Europe, qui n'est plus aujourd'hui qu'une agrégation de pays où règne le chacun pour soi. Alors, c'est jeudi, donc jour de sortie des hebdos. C'est la une du Nouvel Obs qui a retenu votre attention ce matin. Mais oui, les vrais maîtres du monde. C'est une enquête sur ces multinationales qui nous gouvernent. Monsanto, lobbyiste des OGM, qui est si bien introduit auprès de la Commission de Bruxelles, justement. Les géants de l'agroalimentaire américain, qui ont quand même réussi à faire classer la pizza comme légume à partir de 2 cuillerées de sauce tomate sur le plat. C'est un bonheur dans les cantines scolaires. Et puis bien sûr Google qui réussit à ne pas payer d'impôts dans les pays où il engrange des bénéfices. Mais visiblement, l'Europe a tellement d'autres choses à faire que d'organiser la résistance. Un mot sur les ordonnances qui pourraient être appliquées par François Hollande pour faire passer certaines réformes. Oui, c'est le Parisien qui titre sur les ordonnances du docteur Hollande. Donc c'est pour accélérer les réformes, nous dit-on, c'est-à-dire pour contourner le Parlement. Le journal cite Alain Vidali, ministre chargé des relations avec le Parlement. Ce n'est évidemment pas un changement dans la pratique du pouvoir. Alors ça s'appelle une antiphrase en français. Mais disons que ça sera cantonné à certains sujets comme le logement. Donc, comme l'écrit Nathalie Ségone, François Hollande ne commence donc pas à 58 ans une carrière de dictateur. Oh, ça l'allusion à De Gaulle, bien sûr. Voilà. Seul problème, la lenteur qui plombe la France n'est pas dans la délibération des lois, mais dans toutes les strates de l'administration. Et ça, les ordonnances n'y changeront rien. Le clin d'œil du jour. Eh bien, le Figaro
consacre une page à Göring. Alors pas l'immonde second d'Hitler, vous savez, accro à la morphine et organisateur de la solution finale, non. Son frère Albert qui défendait les Juifs jusqu'à s'introduire dans un camp de concentration pour les réquisitionner pour son usine et les relâcher une fois à l'abri. Et qui répondait systématiquement au Heil Hitler par un lèche-moi-le-cul sarcastique. Après 2 ans passés en prison de 45 à 47, parce que les Américains ne voulaient pas croire qu'un Göring pût être injuste, il est mort dans la misère. Mais il pourrait y avoir bientôt le nom de Göring sur le mémorial de Yad Vashem. Incroyable. Les clins d'œil du destin sont finalement aussi impénétrables que les voies du Seigneur. L'incroyable histoire du frère de Göring. Merci beaucoup, Natacha Polony.